Bonjour à tous, une petite capsule vidéo, ça change un petit peu, hein. En attendant le retour des cours virtuels qui vont très bientôt revenir, je suis en train de voir un peu comment régler les petits soucis que j'ai pu avoir, avant, donc vous inquiétez pas, les cours virtuels reviendront, je ne vous lâche pas. Il est hors de question que que je laisse tomber les élèves qui sont encore en train de suivre. Vous inquiétez pas pour ça. Aujourd'hui, on va voir un peu l'activité que je vous avais donnée. Déjà, et ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a vu justement avant de faire le lien avec ce qu'on a pu voir avant, notamment pour ce qui est des questions de réseau alimentaire. On va voir ça ensemble. On commence par des animaux sauvages qui sont de retour en ville. Alors, techniquement, on ne peut pas vraiment parler de retour en ville, hein. Étant donné que ce sont des animaux, en tout cas pour certains d'entre eux, qui normalement vivent en dehors de la ville. Donc c'est pas un retour, c'est un titre qui parle bien, mais qui techniquement est pas forcément juste. Donc je pense que vous avez dû voir ces 20 exemples. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à retourner les voir, retourner sur l'activité pour cliquer sur ce lien, parce que, ce sont des exemples qui pour la plupart sont quand même, assez sympas et qui donnent le sourire. Et ça fait du bien aussi de voir un peu des choses sympas sur internet, ça change. Sur cette question, j'ai fait une grosse erreur dans la consigne. Je m'en suis rendu compte seulement après vous avoir envoyé l'activité. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est tout pour une question, c'est pas grave». Donc je vous avais écrit: «Formule une hypothèse. Pourquoi, selon toi, les animaux sont-ils de retour au printemps?» Alors que le retour au printemps, on a déjà travaillé dessus, donc c'est complètement bête de ma part d'avoir mis ça. J'ai buggé en fait, quand j'ai préparé ça. Il fallait en fait lire, «Pourquoi les animaux sont-ils de retour en ville?» Certains d'entre vous l'ont vu. Ils l'ont très bien compris et m'ont formulé des hypothèses justement m'expliquant pourquoi, on voyait, des animaux sauvages en ville. Pour ceux qui m'ont répondu pourquoi il y avait des animaux au printemps, bah, la plupart vos hypothèses sont très justes étant donné que c'est les choses qu'on avait vues en cours, donc c'est même plus une hypothèse à ce niveau-là. Évidemment, je peux pas compter ça comme étant faux, vu que c'est moi qui me suis trompé dans la consigne. C'est de ma faute. Désolé. Donc, on reprend bien tel que moi je voulais formuler cette hypothèse. On cherche à savoir pourquoi il y a plus d'animaux sauvages en ville durant cette période de confinement. Beaucoup d'entre vous ont su me dire que bah, c'était certainement dû à l'absence des humains en ville pendant cette période. Ça, c'est une hypothèse pour l'instant. On n'en est pas sûr. Alors quand je dis on, je dis dans votre classe, entre nous, dans le cadre de cette activité. Dans la réalité, on a évidemment un peu plus d'informations là-dessus. Mais il faut bien garder en tête que là, nous sommes dans une activité où bah, vous n'avez pas encore eu les preuves. Donc tant qu'on n'a pas les preuves, on n'est pas sûr. Les preuves, elles arrivent après. Une interview à écouter et je vous fournis aussi le lien vers la page d'où vient cette interview, où vous pouvez retrouver un résumé de l'interview écrit. Donc ça, c'est assez pratique aussi quand on recherche une information précise. On écoute l'interview, puis après, juste avec parfois quelques lignes, on peut retrouver des réponses aux différentes questions. Je vous demande de me citer 3 animaux qui sont présents en ville. Assez naturellement, bah, on peut parler du pigeon, par exemple, hein. Ça, dès qu'on va en ville, des pigeons, on en voit partout. C'est pas un animal de compagnie, c'est donc un animal sauvage. De manière assez surprenante, dans l'interview, on parle aussi dans le parc du Jardin des Plantes, qui est un grand parc à Paris, de renards qui vivent dans des parcs. Alors il faut que le parc soit suffisamment grand, hein. Les petits parcs dans les petites villes, comme par chez nous, on a peu de chances d'y trouver des renards. Mais par contre, dans les parcs, dans les grandes villes, aussi surprenant que ça puisse paraître, il peut y avoir des renards, même s'ils sont quasiment jamais observés par le public, parce qu'ils vont sortir le soir quand le parc va être fermé au public. Et aussi, de manière assez surprenante,
je prends vraiment les exemples les plus marquants des faucons. Le faucon, c'est un rapace, un petit rapace, hein, c'est à peu près gros, long comme ça, hein, c'est à peu près gros comme un gros pigeon au final, et qui va vivre en ville, qui va nicher en fait dans les structures en hauteur en ville, les tours, les églises, etc., 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 et qui donc va chasser les rongeurs qu'on peut trouver dans des parcs ou dans certaines rues. Donc ça, en fait, ce sont des animaux qui sont présents naturellement en ville. Ça montre, c'est ça aussi que je voulais vous montrer avec cette question, c'est qu'en fait, en ville, il y a déjà des animaux sauvages. Il y a l'exemple très parlant qu'on a pu voir, que vous avez pu voir avant, de l'alligator en Floride, de l'éléphant qui se balade en ville en Inde, du puma, il me semble que c'est au Chili. Enfin bref, ça, ce sont vraiment des exemples très 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 marquants d'animaux sauvages qui vont revenir en ville. Mais en fait, en ville, il y a aussi plein d'autres animaux sauvages qui y vivent naturellement. Pourquoi est-ce qu'on voit plus d'animaux? Je vous donne plusieurs possibilités. La première, est-ce qu'ils fêtent le confinement des humains? Youpi, c'est la fête, il n'y a plus d'humains, on va pouvoir sortir. Est-ce qu'ils vont chercher de la nourriture? Est-ce qu'ils vont juste passer par là? Ou est-ce que tout simplement ils sont moins stressés et ils vont pouvoir sortir? Eh ben en fait, il y avait deux, deux réponses possibles. Déjà, ils cherchent de la nourriture. C'est assez étrange, mais en tout cas pour ceux qui vivent naturellement en ville, ils vont se nourrir grâce à des choses qu'on va laisser dans notre environnement. Parfois, ils peuvent se nourrir de ce qu'il y a dans les poubelles, de certains déchets, de ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser des déchets, attention. Il faut bien faire attention à ça. On ne peut pas non plus se permettre de salir et polluer tout ce qui est autour de nous. Mais ce sont des animaux qui sont, on dit qu'ils sont opportunistes, ils s'adaptent très facilement, et donc en général, ils vont chercher ces déchets-là. Moins d'humains, moins de déchets, donc ils sortent pour aller chercher de la nourriture. Et aussi, ils sont moins stressés parce qu'ils ne nous voient plus. Pareil, moins d'humains. Naturellement, hein, ce sont des espèces qui se méfient des humains, donc du coup, vu qu'ils sont moins stressés, ils vont sortir un peu plus facilement. Suite à ce confinement, ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour ces espèces une fois que le confinement sera terminé? Eh bien, plusieurs choses. Alors, vous aviez le choix entre on va observer une meilleure survie de certaines espèces, les espèces en voie d'extinction seront toutes sauvées, les animaux reprendront leur place facilement, ou on continuera à avoir des animaux sauvages en ville. Dans l'interview, en fait, on nous explique que certaines espèces déjà vont mieux survivre. Par exemple, dans les parcs, vu qu'ils ont été moins entretenus, on a moins coupé. Si on a moins coupé, il y a plus de fleurs qui ont pu pousser qu'on considère comme des mauvaises herbes, mais d'un point de vue naturel, en fait, elles sont là, justement, naturellement. Et il y a pas mal d'insectes qui vont se nourrir grâce à ces fleurs, nos fameux copains, les pollinisateurs. Les insectes qui se nourrissent mieux survivent mieux. Du coup, euh, ça fait plus de proie, pardon, pour les oiseaux qui vont se nourrir de ces insectes, qui vont mieux se nourrir, et qui donc vont certainement, on s'attend à avoir une meilleure survie de jeunes oiseaux durant cette période-là, et donc pendant cet été, de voir plus d'oiseaux dans les parcs, par exemple, parce que c'était vraiment un exemple purement citadin, hein. On était vraiment parti sur l'exemple de Paris, donc on s'attend à avoir quand même une meilleure survie de pas mal d'oiseaux. Alors, on s'y attend. On est là vraiment sur une hypothèse. C'est une probabilité. On verra bien une fois que l'été sera passé si c'était vraiment le cas. Malheureusement, les espèces en voie d'extinction ne seront pas toutes sauvées pour autant. Cette petite pause de 2 mois ne suffit pas à sauver toutes les espèces en voie d'extinction. Les animaux, suite à ce confinement, vont reprendre leur place en fait assez facilement. On voit passer pas mal de panneaux sur les réseaux sociaux en disant attention, les animaux n'ont plus l'habitude de nous, faudra faire très très attention à eux, ce qui est vrai. Mais il ne faut pas sous-estimer la capacité de ces animaux à s'adapter. Ils reprendront leur place très facilement. En voyant que les humains sont de retour, ils vont de nouveau se mettre en retrait.
Ils nous aiment pas, hein, les animaux sauvages, hein. Il y a une grosse bestiole comme la nôtre qui se balade et qui fait plein de bruit. En général, les animaux sauvages s'en méfient. Donc ils vont retourner, on va dire, dans l'ombre. Ils vont de nouveau se cacher. Tout comme, dès le début du confinement, ils sont très très rapidement venus en ville pour chercher à manger. Ça montre vraiment la capacité d'adaptation de ces animaux. Et donc, je vous demande de m'expliquer si votre hypothèse est juste ou fausse en justifiant la réponse avec ce qu'on vient de découvrir. L'hypothèse, il y a plus d'animaux parce qu'il y a moins d'humains. On voit qu'effectivement, pendant le confinement, les animaux sont moins stressés, ils recherchent de la nourriture, donc ça nous montre bien que notre hypothèse était juste. Faites bien attention à bien justifier vos réponses. C'est toujours, euh, c'est toujours un problème qu'on peut, euh, qu'on peut retrouver dans beaucoup de copies, donc faites bien attention à dire oui, c'est bon, vous avez bon. Non, on justifie bien. Cet exemple du confinement nous montre bien que l'être humain a une influence sur les espèces autour de nous. Là, c'est vraiment une preuve. On a le témoin, c'est-à-dire la vie habituelle sans le confinement, le test, le confinement avec moins d'humains, plus d'animaux sauvages qui se montrent. Ça montre bien notre influence sur les animaux sauvages. Là, c'est indéniable, c'est prouvé, c'est démontré. Et donc, du coup, ça montre aussi l'influence qu'on peut avoir sur leur chaîne alimentaire. Et là, je vais vous montrer un autre exemple. Voici un exemple de réseau trophique, le réseau alimentaire. Ouais, là, c'est une animation que j'ai retrouvée, j'aurais dû vous la montrer sur le cours précédent en fait. Je l'avais pas vue, je l'ai trouvée seulement aujourd'hui et je la trouve vraiment bien déjà pour voir ce que c'est qu'un réseau alimentaire. On voit bien que là, les espèces sont connectées à plusieurs autres espèces, ça ne forme pas une chaîne. Mais dans cette animation, on peut faire un truc en plus, on peut faire disparaître une espèce. La chenille est souvent un ennemi de l'agriculteur, parce que la chenille se nourrit de feuilles. On va donc répandre dans les champs un pesticide qui va tuer certaines chenilles. On essaye de cibler quand même, mais parfois ça marche pas très bien. Donc on va répandre dans les champs, par exemple, un pesticide qui va tuer ces chenilles qui normalement se nourrissent de végétaux, par exemple de laitue. Imaginons un énorme champ de laitue, on va tuer toutes les chenilles qu'il y a dedans. Conséquence directe de la mort de ces chenilles. Eh ben forcément, on a plus de laitue, ce qui est normal, il y a moins de chenilles pour les manger. Deux conséquences, deux autres conséquences sur cette disparition d'espèces. Les grenouilles sont carnivores. Elles se nourrissent d'insectes et aussi donc de chenilles. Du coup, elles ont moins à manger. Du coup, il y a moins de grenouilles. Certains rongeurs, comme les rats, sont omnivores. La plupart des rongeurs, hein, même. Les rats peuvent tout à fait se nourrir de petits insectes. Donc, moins de rats. Ça, c'est la première chose. Étape suivante. C'est là où on commence à voir la chaîne des effets. Moins de grenouilles, plus de criquets, vu qu'ils se font manger par les grenouilles. Ok. Moins de hiboux. Ça, c'est un hibou, hein, c'est pas une chouette. Une chouette n'a pas les sortes de petites plumes là sur les côtés qu'on confond avec des oreilles. Ce ne sont pas des oreilles, ce sont des plumes. Donc c'est comme ça qu'on fait la différence entre le hibou et la chouette. Le hibou, il a ces deux petites plumes là sur le côté. Donc, mais moins de hibou parce que le hibou, il se nourrit de grenouilles, entre autres. Moins de couleuvres, qui sont des serpents qui vont se nourrir des grenouilles. Et donc, du coup, ben, encore moins de hiboux, parce qu'eux, ils se nourrissent aussi de couleuvres. Moins de renards qui se nourrissent de rongeurs. Du coup, plus d'écureuils, parce que normalement, ils se font manger par les renards. Plus de lapins,
qui normalement se font manger aussi par les renards. Du coup, plus de graines. Pourquoi? Parce que normalement, eux, ils en mangent plus. Et donc, plus de grands carnassiers tels que le loup, parce qu'eux, ils se nourrissent aussi il se nourrit du renard, mais il va se nourrir aussi de ces rongeurs. Et vu qu'il y en a plus, il va pouvoir plus se nourrir. On passe à l'étape suivante. Les rongeurs disparaissent. Encore moins de hiboux, du coup, encore moins de renards, encore plus de lapins, encore plus d'écureuils. Étape suivante. Le hibou va se nourrir de ses lapins, de ses écureuils, donc il va y en avoir un peu plus. Étape suivante. On perd les renards. On perd les grenouilles. On perd les criquets. Là, je crois qu'on est au bout. Ouais. Donc, suite au final à l'élimination de ces chenilles, on a effectivement plus de végétaux. Mais on va surtout avoir, du coup, une disparition des criquets, des grenouilles, des couleuvres, des rats, des renards, les lapins, les écureuils. Alors les écureuils, c'est peut-être pas plus mal parce que ça, c'est une espèce qui en ce moment est un petit peu en danger dans nos régions, donc ça serait plutôt cool. Les lapins, eux, par contre, c'est pas du tout une espèce en danger, ils vont proliférer et du coup, ils vont pouvoir s'attaquer aux champs, par exemple. Les grands carnassiers, bon, on n'a pas de loups dans nos régions, donc du coup, en plus, ces populations-là ne vont même pas pouvoir être régulées. Et ça, parfois, c'est un problème. Il arrive parfois que des populations de lapins s'installent entières et énormes, s'installent dans les champs et perturbent pas mal les cultures. Tout ça parce que on a éliminé une petite chenille. Notre influence sur notre environnement, elle peut être énorme. On influence sur un paramètre, on peut provoquer une réaction en chaîne qui peut faire disparaître énormément d'autres espèces. Alors ça, c'est un exemple. C'est un exemple qu'on voit dans un logiciel. L'écologie, la science dont je vous parlais la dernière fois, elle est encore plus complexe que ça. C'est-à-dire que, en fait, ce réseau trophique, il est énorme, il est gigantesque. Ça va du micro-organisme au grand carnassier. Et qu'on est très très loin au final de tout connaître. Et très souvent, au final, on se rend compte qu'en éliminant une espèce, eh ben, on peut influer sur d'autres espèces qu'on n'imaginait même pas connectées avec cette première espèce qu'on a fait disparaître. Qui peut croire, à la base, qu'en éliminant une chenille, on va éliminer des renards? Ça paraît pas évident, hein. C'est un exemple de plus de l'influence de l'être humain sur les espèces autour de lui. Nous avons une influence énorme sur notre environnement. Mais j'aime pas rester sur le négatif. On peut avoir effectivement une influence assez catastrophique sur les espèces autour de nous, et c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. On n'est pas obligé de rester sur cet exemple-là. Par la suite, sur le travail que je vais vous envoyer, vous allez pouvoir voir justement une influence un peu plus positive qu'on peut avoir sur notre environnement. On n'est pas obligé de détruire tout ce qu'il y a autour de nous. Pour la prochaine séance, on va regarder un petit peu ce qui se passe d'un point de vue beaucoup plus positif, essayer d'avoir un peu plus d'espoir sur ce que nous sommes capables de faire sur notre environnement. Voilà, c'est tout pour cette capsule qui aura duré quasiment 20 minutes. J'espère que vous avez pu regarder jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le forum. Je répondrai à vos questions au fur et à mesure. Euh, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Prenez soin de vous et on se retrouve
très bientôt pour des séances virtuelles où cette fois-ci on pourra échanger beaucoup plus naturellement. Au revoir.